Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette capsule numéro 4 qui portera sur les premiers outils d'analyse et de modélisation du trafic. Donc ce qu'on va voir ensemble dans cette capsule vidéo, c'est assez simple. On va essayer de modéliser l'évolution des conditions de trafic en un point à partir d'une théorie qu'on appelle la théorie de la file d'attente. Bonjour à la poste. Et puis, on va aussi en profiter pour introduire le concept des courbes de vie cumulées. Donc, ce concept de grandeur cumulée, bah, c'est un exemple malheureusement bien connu avec la Covid 2019 où on a vu voilà, beaucoup de graphes où il s'agit en fait, comme je vais vous l'expliquer, de compter les choses de manière cumulative. Donc on va attaquer tout de suite avec cette notion de courbe de véhicule cumulé qui va être un peu après notre objet central de modélisation. Donc nous, les courbes de véhicules cumulés, on appelle ça des CVC. Et je vais vous présenter ici le concept sur un cas d'étude théorique, à savoir un tuyau de route avec du trafic qui va du bas vers le haut. Et puis, sur ce tuyau, on va supposer qu'on a trois points de mesure, trois observateurs au bord de la route, des observateurs qui peuvent être des observateurs, on va dire, vivants, des humains qui comptent, ou des observateurs de type boucle de comptage, vidéo, etc. Dans la capsule, je crois, numéro 2, on a vu les différents dispositifs qui nous permettent de mesurer, d'observer le trafic. Donc, qu'est-ce que la courbe de véhicules cumulés? Eh bien, c'est relativement simple. Comme je l'ai dit, il s'agit de compter de manière cumulative le nombre de véhicules qui vont passer en ces différents lieux de notre infrastructure. Donc pour ce faire, on va se doter d'une référence, un temps T0 initial. Donc c'est ce qui va constituer après l'abscisse de mon graphe. Et puis en ordonnée, on va voir le numéro du véhicule ou le nombre de véhicules qui se sont écoulés depuis, depuis cet instant T0. Donc mon observateur, ma boucle de comptage sur le bord de la route, à partir de cet instant de référence, eh bien lorsqu'elle voit un premier véhicule passer, elle va lui affecter par exemple le numéro 0, voilà, donc du coup elle va commencer à compter les véhicules. Donc dans mon graphe temps nombre de véhicules, eh bien il suffit de noter l'instant de passage de ce premier véhicule référence. Et puis, lorsque un autre véhicule se présente, eh bien, on va incrémenter son numéro de véhicule. On commence à compter ça de manière cumulative. Donc ici, on va avoir le véhicule numéro 1. On note son instant de passage et on le reporte donc sur notre graphe temps nombre de véhicules. OK? Donc on peut continuer de la sorte avec le véhicule d'après, ainsi de suite. D'accord? Et puis ben, finalement, on voit que ces points discrets, on peut commencer à les voilà, relier par des segments de droite. Et donc on peut commencer à construire une courbe linéaire par morceau entre ces différents instants de mesure. Cette courbe qu'on vient de construire, c'est donc la courbe de véhicules cumulés qu'on note grand N de t et de x0. Donc c'est ce qu'on appelle la fonction n. Dans la littérature anglophone, elle a aussi le nom de fonction de Moscovitz, parce qu'elle avait été aussi popularisée par un ingénieur américain qui s'appelait Moscovitz. On la note grand N, elle dépend de deux variables, du temps, bien évidemment, puisqu'elle évolue dans le temps, et de x0, l'endroit où justement on regarde le passage des véhicules et où on compte de manière cumulée ces véhicules. D'accord? Donc une fonction de deux variables, de t et de x, t la position, x l'endroit d'observation. Donc ça, c'est notre grandeur n, notre CVC. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette CVC? Eh bien, que la pente, c'est le débit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on compte de manière cumulée le nombre de véhicules. Donc ça, c'est une première façon de s'en convaincre. La deuxième, sinon, c'est de réfléchir à ce qu'est la pente. Ça va être une différence en nombre de véhicules, d'accord, sur une différence de temps. Donc nombre de véhicules sur temps, on retrouve une unité qui est homogène avec celle d'un débit. Donc finalement, la CVC, ce n'est rien d'autre que l'intégrale du débit en fonction du temps. Voilà. Donc, la courbe n de x0 et de t, pardon, mes notations ne sont pas homogènes, représente le nombre de véhicules qui traversent x0 en fonction du temps.
Elle peut être approximée par une fonction continue. Et puis, la dérivée de n de x0 en fonction du temps représente le débit instantané. D'accord? Et puis, dernier élément, il est possible de déduire l'instant de passage TI du véhicule I numéroté à partir d'un véhicule de référence. D'accord? Donc, on a notre véhicule de référence. Et puis, lorsqu'on regarde sur notre graphe, je ne sais pas moi, le numéro de véhicule grand M, eh bien, en allant lire l'abscisse, on a son temps de passage par rapport à cet instant de référence au lieu x0. D'accord? Donc, ça, c'est notre CVC. Et finalement, des CVC, on peut en construire en différents points de notre infrastructure. Donc là, volontairement, j'ai pris deux autres lieux d'observation, x1 et x2. Donc on peut vraiment construire de la même façon la CVC en x1 ou en x2. D'accord? Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les informations qu'on peut déduire de la comparaison de CVC observés en deux endroits différents de notre infrastructure. Donc si, par exemple, on s'intéresse à la distance horizontale entre deux courbes de véhicules cumulés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, là, on est en train de regarder le véhicule numéro 3, donc notre courbe en x1, lorsque notre courbe atteint la hauteur 3, eh bien finalement on peut en déduire son temps de parcours. D'accord? Sur notre courbe en x2, quand on regarde le numéro du véhicule 3, pareil, on peut en déduire le temps de, pardon, pas le temps de parcours, le temps de passage en x2. Donc finalement, notre distance horizontale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la différence entre l'instant de passage du véhicule, par exemple numéro 3 en x2, et son instant de passage en x1. Donc finalement, la distance horizontale entre deux courbes de véhicules cumulés, eh bien c'est le temps de parcours entre ces deux positions. Bien évidemment, ça veut dire que nos courbes de véhicules cumulés, on les a calées sur un véhicule référence et aussi qu'on suppose que les véhicules ne se doublent pas. D'accord? Donc ça, c'est deux hypothèses, qu'on soit capable de le caler sur une même référence, et puis aussi qu'on est dans un flux qu'on appelle first in, first out, où les véhicules ne se doublent pas. Voilà, c'est deux hypothèses, mais on verra que même en pratique, ça donne des approximations qui sont pas trop mauvaises. En tout cas, lorsqu'on a construit ces courbes de véhicules cumulés et qu'on s'intéresse à la distance horizontale entre deux courbes de véhicules cumulés, eh bien ça va nous donner le temps de parcours pour le véhicule concerné. D'accord? Donc voilà, distance horizontale, c'est donc bien unité de temps et c'est le temps de parcours entre x1 et x2 par exemple. Quant à elle, la distance verticale, quelle information elle va nous donner? Eh bien, tout simplement, la distance verticale, si on regarde, donc x0 qui est situé plus en amont que x1 est à un niveau supérieur, ça veut dire qu'il y a plus de véhicules qui sont passés en x0 qu'en x1, et donc à un instant donné, eh bien finalement, ça nous donne le stock de véhicules qui est passé en x0 et qui n'est pas encore arrivé en x1. Donc finalement, ça nous donne le nombre de véhicules présents entre x0 et x1. D'accord? Voilà. Deuxième information intéressante, donc on peut un peu anticiper sur la suite. Si par exemple une congestion se crée entre x1 et x2, qu'est-ce qui va se passer sur ma distance horizontale entre mes deux courbes? Eh bien, la courbe x2 aura tendance à s'éloigner de plus en plus de x1, hein, d'accord? C'est une file d'attente qui se crée entre x2 et x1, c'est-à-dire que le temps de parcours va augmenter. Donc finalement, ma distance horizontale entre mes deux courbes va aussi augmenter. Et pareil, si une file d'attente qui se crée, c'est-à-dire que le nombre de véhicules qui est présent entre mes deux points de mesure va aussi augmenter. Donc je vais pareil avoir une distance horizontale qui va augmenter en fonction du temps. Ça sera des signes de la présence d'une congestion. Donc voilà ce qu'on peut dire des courbes de véhicules cumulés. Ce qu'on peut faire aussi, vous l'avez vu que c'est donc une fonction de x de t, c'est qu'on peut extrapoler pour obtenir une définition continue. Et finalement, cette fonction, elle nous permet de définir une surface dans le repère x, t et n. Donc x, ça va être la position, t, c'est le temps, et n, c'est le nombre des véhicules. Et donc finalement, cette fonction, elle nous permet de définir une surface. Et si vous continuez avec nous dans la théorie du trafic, on verra que cette surface nous permet de modéliser plein de choses
dans le domaine de la théorie du trafic. Et donc finalement, on peut aussi s'amuser à projeter cette surface sur différents plans. Si on la projette sur le plan TX, donc sur le plan temps position, finalement, cette projection va nous donner les trajectoires des véhicules, d'accord? Et si on la projette sur le plan TN, donc temps nombre de véhicules, eh bien, nous allons retrouver nos CVC dont nous sommes en ce moment en train de parler. Donc finalement, cette surface, on a vu dans une précédente capsule qu'on pouvait modéliser les trajectoires des véhicules un par un. Et bien finalement, cette surface, elle nous permet de passer d'une vision individuelle, où on a des trajectoires de véhicules, à une vision plus collective, où on compte les véhicules de manière cumulée. D'accord? Donc c'est un peu la pierre angulaire, et on verra après que ça permet de faire plein de modélisations différentes. Donc, qui dit modélisation, dit maths, et donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette fonction de véhicule cumulé. Donc, on a vu que le débit était la dérivée par rapport au temps, et il se trouve que la concentration aussi s'exprime en fonction de la fonction, c'est pas très joli comme phrase, mais de la fonction n. Donc, le débit Q de x et de t, c'est la dérivée partielle par rapport au temps. Et la concentration, c'est moins la dérivée partielle par rapport à l'espace. D'accord? Donc finalement, nos deux grandeurs qu'on utilise depuis le début, qui sont la concentration et le débit, eh bien on voit qu'elles sont finalement des grandeurs dérivées de cette fonction de véhicule cumulé. D'accord? Si on suppose que nx de t est de classe C2, voilà une petite hypothèse qui ne mange pas de pain, eh bien on arrive à cette équation de conservation qui est la dérivée partielle du débit par rapport à l'espace plus la dérivée partielle de la concentration par rapport au temps est égale à 0. Et ça, c'est un type d'équation qui est très bien connu de nos amis mathématiciens, puisque c'est une équation de conservation, et ça veut juste dire que eh bien, le nombre de véhicules dans un tuyau, par exemple, se conserve. Ce qu'on met d'un côté, on le retrouve de l'autre. Voilà. Et puis, quelques petites propriétés mathématiques intéressantes. dn est une différentielle totale exacte. On verra que ça peut nous servir plus tard. Et que n est à circulation conservative. Et on verra aussi que ça nous sert pour faire des choses bien plus compliquées par la suite. Voilà, bon, vous inquiétez pas, c'était surtout pour me la jouer et puis pour vous dire que si vous continuez dans le domaine de la théorie du trafic, bah, il y a la possibilité de faire plein de, on va dire, de maths appliquées, hein. Si jamais il y a des mathématiciens qui regardent cette capsule, je vais me faire incendier. En tout cas, pour des élèves ingénieurs, vous pouvez retrouver des choses, des équations, voilà, de la modélisation analytique, des choses que vous avez manipulées auparavant. Et si vous êtes toujours intéressé par ces choses-là, vous pourrez les retrouver dans notre cursus. Bien évidemment, moi je sais faire que des choses très simples et donc ici j'ai proposé surtout une méthode graphique parce que c'est souvent la façon la plus simple de faire les choses pour évaluer la congestion à un certain point d'un tronçon avec des hypothèses qui sont très simples mais qui sont terriblement efficaces puisque ce type de modélisation on l'utilise pour faire plein de choses. Notre cas d'étude, c'est celui-là. C'est du trafic qui va de la gauche vers la droite, avec deux points d'observation, X et Y, Y étant en aval de X. Et on va étudier la situation suivante, à savoir qu'un incident, par exemple un véhicule arrêté, etc., va limiter le débit en Y à une valeur mu entre les instants T0 et T1, et sinon, bah, la capacité pouvant s'écouler en Y est égale à mu M. Et nous, on veut déterminer ce qui se passe en un point, c'est-à-dire les véhicules qui arrivent et qui repartent de ce point. D'accord? Ce qu'on veut déterminer, c'est voilà, les véhicules, à quel moment ils vont arriver en ce point et ils vont en repartir. Et on veut essayer de modéliser tout ça. Alors, petit intermède. Pourquoi cet intermède? Parce que je me suis aperçu que la durée moyenne de visionnage des capsules vidéo était bien inférieure à la durée totale de la présentation. Donc j'ai décidé de mettre un petit mot secret qui n'est pas présent du coup dans les supports de cours et qui devra être restitué dans votre test final. Donc le mot secret de cette capsule vidéo est le mot pantoufle. Voilà.
Pourquoi pantoufles? Tout simplement parce que depuis la crise sanitaire, c'est voilà, mes chaussures de travail favorites. Donc le mot secret à restituer pour le test final sera le mot pantoufle. J'espère que certains d'entre vous visionneront cette capsule vidéo jusqu'à cet instant. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'évaluation de la congestion en un point, d'accord? Donc, on va essayer de savoir ce qui va se passer, par exemple, en Y. Et on va prendre les hypothèses suivantes. On va supposer que la vitesse est constante entre X et Y, d'accord? Que le trafic est FIFO, first in, first out, ça veut dire que personne ne se double, et que la file d'attente est pour le moment représentée de manière verticale en Y. D'accord? Ça veut dire qu'on ne va pas considérer l'étendue spatiale de notre congestion, mais on va considérer qu'on stocke les véhicules de manière verticale. C'est pour ça que dans ma slide précédente, pas celle sur le mot pantoufle, mais celle encore avant, je vous disais que ce qui nous intéresse, c'est à quel moment les véhicules vont arriver et à quel moment ils vont partir. Puisqu'on stocke les véhicules de manière verticale, on va avoir des temps d'arrivée en Y et des temps de départ, et puis ils auront un temps d'attente en Y. Si on continue tous ensemble, on verra que cette hypothèse de file d'attente verticale, eh bien, on peut bien évidemment la relaxer pour avoir cette propagation de la file d'attente. D'accord? Mais ça vous aide à comprendre la dynamique du trafic et l'esprit de la modélisation qui est derrière. Donc revenons à nos moutons, ou plutôt à nos bouchons, avec ici donc en abscisse le temps, en ordonnée eh bien, notre fonction n, hein, notre nombre cumulé de véhicules, et puis ici en bleu foncé nous avons la courbe des arrivées, donc c'est-à-dire les véhicules qui arrivent en un endroit. Donc là on a les arrivées en x, d'accord? Donc voilà, on a finalement un débit qui est constant avec des véhicules qui arrivent en x. Et on veut savoir ce qui va se passer en Y. Donc si tout se passe bien, les véhicules qui arrivent en X, eh bien, ils vont rouler jusqu'en Y, et donc on va les retrouver en Y. Ils ne se doublent pas, donc on va retrouver vraiment les véhicules ordonnés de la même manière. Et la seule différence, eh bien, c'est que leur instant de passage va être plus tardif en Y, et ce plus tardif de combien il vaut? Eh bien, il vaut le temps de parcours. Donc on a vu que c'était une vitesse constante. Donc finalement, si les véhicules ne se doublent pas, qu'ils ont tous la même vitesse, ils ont tous le même temps de parcours tout le temps, et donc finalement, si on s'intéresse à la courbe des arrivées en Y, eh bien ça va être exactement le même segment de droite qu'en X, mais décalé dans le temps, et ce décalage, sa valeur, c'est tout simplement le temps de parcours. D'accord? Donc là, ça, si c'est mon temps de parcours entre X et Y, eh bien, ma courbe des arrivées en Y, c'est la transposée, la translatée, pardon, de ma courbe des arrivées en X. Voilà, ça c'est quand tout se passe bien. OK? Cependant, nous, on a dit qu'on avait un incident en Y. Donc entre T0 et T1, on a quelque chose qui se passe pas bien. Et on a dit que cet incident, finalement, il limitait le débit que vous pouvez passer en Y. Donc on va supposer que notre débit est plus faible que la pente de ma courbe des arrivées, d'accord? Donc finalement, ce qui va pouvoir partir de Y, c'est pas la même courbe des arrivées, mais c'est un débit qui est plus faible, hein. On a vu que c'était toujours le minimum entre l'offre et la demande. Finalement, la courbe des arrivées, c'est la demande, c'est-à-dire ce qui arrive en Y et ce qui. Donc, il cherche à en repartir aussi sec. Et notre offre ici, elle est limitée parce qu'on a notre incident. D'accord? Donc finalement, ce qui va pouvoir partir de Y, la courbe des départs, qu'on note D de D de Y et de T, eh bien, son débit est limité à mu à cause de l'incident. Donc on va avoir un segment de droite de pente mu pendant toute la durée de l'incident, donc qui laisse finalement laisser passer ce petit filet de véhicule lié à la présence de l'incident. Et puis, lorsque l'incident va être levé, c'est-à-dire qu'on va récupérer une capacité nominale, on a vu qu'il y avait une file d'attente, c'est un peu comme si on avait une demande infinie, et donc le débit qu'on observait au droit le débit qu'on va observer au droit de Y, c'est la capacité maximale, à savoir ici μm. Donc, à partir de T1, je vais avoir un segment de droite de pente μm. D'accord? Jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où je n'ai plus de véhicule en attente. D'accord? Et ce moment, c'est quand? Cet instant, c'est quand? C'est quand ma courbe de départ, donc mon segment de droite μm, intercepte ma courbe des arrivées Y. Ça veut dire que finalement, j'ai fait partir tous mes véhicules qui sont arrivés, je n'en ai plus en attente. Donc finalement, le débit que je vais observer en Y, ce n'est plus μm, mais c'est bien le minimum entre l'offre, à savoir μm, la capacité nominale, et ma demande, c'est-à-dire mes véhicules qui arrivent, donc la pente
de ma droite A de Y. D'accord? Voilà, donc après, finalement, ma courbe des départs, elle est confondue avec ma courbe des arrivées. D'accord? Voilà, donc on vient de modéliser la congestion liée à un incident au point Y. Donc qu'est-ce qu'on peut identifier? On peut identifier la durée de la perturbation. Finalement, cette durée de la perturbation, comment on l'identifie? Ben, quand on compare la courbe des arrivées, à savoir ce qui se passerait dans le meilleur du monde, le meilleur du monde c'est l'absence de bouchon, la différence avec la courbe réelle des départs, donc vous voyez qu'il y a un triangle qui se crée, et bien ce triangle, c'est ce qui nous permet d'identifier la durée de la perturbation, c'est-à-dire l'instant de création de la file d'attente et l'instant de résorption de la file d'attente. D'accord? Donc ici, l'instant de résorption de la file d'attente, c'est l'instant T2. Voilà, donc ce triangle correspond à la période de congestion, comme mentionné sur ma diapositive. Donc on a vu que la distance horizontale correspondait au temps de parcours, d'accord? Donc finalement, un véhicule qui passe en X, il va partir, enfin il va quitter Y pour identifier l'instant auquel il va quitter Y, il faut regarder la courbe des départs. Donc finalement, la distance horizontale entre ma courbe AY, donc ma courbe des arrivées en Y, et ma courbe DY, ma courbe des départs en Y, eh bien c'est mon retard, d'accord? C'est l'accroissement de temps de parcours lié à la congestion, d'accord? Donc toutes ces distances horizontales, c'est entre la courbe DAY et DY, c'est l'évolution des retards. Donc on voit au début que les retards sont petits, puis ils augmentent au fur et à mesure de la durée de l'incident. Puis au moment où l'incident disparaît, eh bien ces retards vont se résorber. Donc on retrouve bien notre phénomène de congestion dont on a déjà beaucoup parlé. D'accord? La hauteur ici, c'est ce qui définit le nombre de véhicules qui subissent la perturbation. D'accord? Donc ça aussi, derrière, c'est que des segments de droite. Hein. On pourrait calculer facilement les points d'intersection et on le fera dans un prochain TP. Donc on peut déterminer le nombre de véhicules qui subissent la perturbation. Et puis la surface de la congestion représente le taux total perdu par les véhicules. Effectivement, je viens de vous dire que les distances horizontales, c'était les retards. Donc si on somme tous les retards, eh bien on a le temps total perdu par les véhicules. Donc ça, peut-être vous en tant qu'usager, ça ne vous intéresse pas, mais en tant qu'exploitant, gestionnaire de l'infrastructure, vous, ce qui vous intéresse, c'est le fonctionnement de la collectivité. Donc le temps total perdu, c'est une information particulièrement précieuse. Et puis, ici, on est dans le cas où la congestion se résorbe par un accroissement de l'offre en Y. Hein. On avait vu ces deux typologies de congestion. On retrouve une situation nominale. D'accord? La congestion, elle peut aussi se résorber par réduction de la demande, c'est-à-dire une baisse ou un délestage, on divertit les gens, enfin, on les fait passer par autre part. Donc là, l'hypothèse, c'est que l'incident ne se termine plus, ne se termine pas, mais que la demande chute en X à partir de T1. Donc rien ne change sur le départ, hein. On a nos courbes des arrivées, on a notre courbe des départs à mu, et puis à un instant donné, en T1 par exemple, eh bien nos courbes d'arrivée en X vont baisser. Donc finalement, c'est ce qui passe en X, c'est ce qui va chercher à passer en Y. Donc si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de congestion, on va retrouver, toujours pareil, la translatée de AX en Y, d'accord? Donc on va retrouver exactement la même en Y. Donc ça, c'est la courbe des arrivées en Y. Mais qu'est-ce qui passe effectivement, qu'est-ce qui peut passer effectivement en Y? Eh bien, c'est un débit égal à mu. Donc tant qu'il y a une file d'attente, le débit qu'on va observer, c'est le minimum entre l'offre et la demande. La demande, elle est supposée infinie puisqu'on a une file d'attente qui s'est créée. Hein. N'oubliez pas, voilà qu'on a une divergence entre AY et DY. On a ce triangle qui commence à se fermer, ça veut dire file d'attente. Hein. Le stock de véhicules augmente, on est en train de les stocker en Y, d'accord? Donc là, minimum entre offre et demande. Donc le point limitant, c'est l'offre, à savoir le débit réduit à mu. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où on n'a plus de véhicules en attente, donc au moment où la courbe DY et AY s'interceptent, et donc après on continue sur AY, c'est-à-dire que les véhicules qui arrivent en Y, eh bien, ils repartent aussi sec, puisqu'il n'y a pas de file d'attente, et que le débit se présentant en Y est plus faible que la capacité de notre point Y. Donc là, c'est la résorption d'une congestion par réduction de la demande. Donc vous voyez, on peut modéliser les deux choses, et puis après on peut s'amuser à tout mélanger, etc., sur des méthodes graphiques extrêmement simples. On retrouve notre congestion, d'accord? La durée de la perturbation, ok?
Et puis, ben, bien évidemment, pardon, les deux phénomènes peuvent se combiner. Hop là, tac. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans la capsule numéro 1, je crois. Voilà, donc l'évaluation de la congestion entre x et y. Donc les limites, c'est que la méthode précédente ne prend pas en compte la capacité de stockage entre x et y, hein, on stocke tout verticalement, donc il n'y a aucun moment où on vient gêner ce qui se passe en x, hein. Le nombre de véhicules dans la congestion peut être supérieur à cette capacité sans affecter x, d'accord? Donc, ça, c'est pas ce que je vous ai présenté dans un cas simple, mais nous, la même méthode, même principe, on peut la modifier très simplement pour prendre en compte une capacité finie, d'accord? Soit constante, soit dépendante du débit de sortie, peu importe, hein, ça, on peut un peu tout faire, mais ça, c'est pour plus tard, si vous continuez dans le domaine de l'ingénierie de la mobilité. Voilà, donc en conclusion, un premier modèle basé sur la théorie des files d'attente, donc les courbes de véhicules cumulés, etc. Ensuite, on essaye de prévoir ce qui se passe, c'est pas compliqué. On va essayer d'estimer ce qui cherche à passer, donc en regardant bien en amont ce qui passe, et puis on le translate du temps de parcours, et ça nous donne les véhicules qui cherchent à passer en un point. Et puis après, en regardant les débits de ce point-là, en comparant le débit qui cherche à passer et le débit qui peut effectivement passer, on construit la courbe des départs. Si ces deux courbes entre arrivée et départ divergent, ça veut dire qu'on a la création d'une congestion. Et donc, on peut déterminer son évolution avec le temps de parcours, le nombre de véhicules en congestion et le temps total perdu. Et donc, du coup, on est capable, comme ça, de déterminer quel est le débit qui peut effectivement passer en comparant donc la demande et l'offre. Tant qu'il y a une file d'attente, ça veut dire qu'on a une demande infinie. Et donc, ce qui va être limitant, c'est l'offre en ce point. Et puis, une fois qu'on n'a plus de file d'attente, ben, on compare entre le débit de demande et le débit de l'offre. Et en l'occurrence, s'il n'y a plus de file d'attente, ça veut dire que toute la demande peut passer sans aucun problème et que la congestion sera terminée. Voilà, donc des premiers outils de modélisation très simples. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, je vous dis à bientôt.